Et nous poursuivons la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati avec le chapitre 7. Précédemment, dans le chapitre 6, l'ours Léonce et des ours de son bataillon, des soldats ours, ont envahi la ville du Grand-Duc. Et le Grand-Duc a sorti son pistolet alors qu'il était au théâtre et que les ours envahissaient le théâtre, et a tué non pas sur Léonce, son pire ennemi, mais sur Tonin, son fils, qui était en train de faire un numéro d'équilibriste parce que Tonin a été capturé par les hommes depuis sa plus tendre enfance. Et Léonce, son papa, était tout à la joie de retrouver son fils, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Chapitre 7. On ne sait toujours pas si Tonin est vivant ou mort, mais on sait que tout le monde se découvrait en voyant l'ourson. Donc, on va découvrir là le sort qui lui a été réservé. L'ourson Tonin gisait dans son sang. Le roi Léonce éclatait en sanglots désespérés. Le public, devant ce terrible spectacle, demeurait immobile, saisi de pitié et de désarroi. Ils ne savent que faire, et ils n'ont aucun recours. Giser vient du verbe gésir. Dans le grand théâtre, habitué à la musique, au chant, aux applaudissements, se faisait un tragique silence. Tragique, c'est qui a trait au malheur. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Alors, d'une petite fenêtre laissée ouverte, entra une blanche colombe qui se mit à volter gaiement à travers la salle. C'était la colombe de la bonté et de la paix. Et comme elle savait un très grand nombre de choses, elle croyait être arrivée à point pour fêter, elle aussi, les retrouvailles. Mais, en regardant autour d'elle, elle s'aperçut bien vite à l'expression des visages qu'il se passait au contraire quelque chose d'affreux. Et aussitôt après, elle découvrit le roi Léonce qui serrait dans ses bras son fils blessé. La colombe demeura interdite. Le moment n'était guère choisi pour papillonner. Le public la regardait avec une antipathie évidente. Une antipathie, c'est qu'ils ne sont pas accueillants à son égard. Quelque chose ne va pas, ils lui font sentir qu'elle n'agit pas comme elle devrait agir, pas en conséquence. Alors, s'en aller, se cacher dans un petit coin obscur, une heureuse inspiration la poussa au contraire à venir se poser juste au sommet du haut de forme du professeur De Ambrosis, qui assistait ému à cette scène bouleversante. Le haut de forme, les enfants, je vous rappelle ça, c'est son chapeau. Haut en forme, il est long, il est rectangulaire, voilà, c'est un haut de forme. Elle se pose là, tout en haut. Tous les yeux se tournèrent alors vers le vieil astrologue. Le roi Léonce lui aussi regarda De Ambrosis. Et De Ambrosis regarda le roi Léonce. Une pensée dominait la salle. Seul le magicien d'un coup de baguette magique pouvait sauver l'ourson. Pourquoi ne se décidait-il pas ? Il ne se décidait pas parce que, après l'épisode des sangliers de Molfett, il n'avait plus à sa disposition qu'un seul sortilège, qu'il vienne à en user et adieu carrière de magicien. Il serait redevenu un pauvre vieux quelconque, démuni et laid de surcroît. Il a 2 sorts, il en a déjà utilisé un. Et au cas où il tomberait malade, il devrait appeler un médecin et prendre les potions les plus nauséabondes, c'est-à-dire qui sentent très mauvais, au lieu de retrouver d'un seul coup œil vif et bonne santé, parce qu'il compte bien utiliser un sortilège pour recouvrer la santé. Pouvait-on exiger de lui pareil sacrifice ? Le roi Léonce lui-même, qui avait pourtant plus d'un compte à régler avec le magicien, en brave cœur qu'il était, n'avait pas le courage de lui demander semblable cadeau, et il se contentait de dévisager De Ambrosis en silence. Mais dans le silence, on entendit un léger tic-tac qui ressemblait au battement d'un petit cœur. La colombe semblait, picotant sans aucun respect, le haut de forme à coups de bec, vouloir dire au vieux professeur : « Qu'as-tu donc à la place du cœur ? Pourquoi perdre une si merveilleuse occasion de rédemption ? Seul l'égoïsme te retient de faire le bien. » Bien sûr que c'est l'égoïsme qui le retient de faire le bien. Il veut garder son sort pour lui-même.
C'est égoïste. Il n'a pas d'autre destination pour son sort alors qu'il pourrait sauver Tonin et rendre heureux une famille entière. Naturellement, vous n'allez pas vouloir me croire. Vous allez me dire que ce sont des histoires, que ces choses-là n'arrivent que dans les livres, etc. Et pourtant, à la vue de l'ourson mourant, brutalement le professeur éprouva une espèce de malaise à l'idée de toutes les méchancetés qu'il avait commises dans sa haine contre les ours et contre le roi Léonce, les fantômes, le croque-mitaine, il faut voir dans le chapitre précédent. Il eut le sentiment qu'une flamme brûlait dans sa poitrine, et peut-être aussi un peu pour le plaisir de jouer le beau rôle et de devenir une sorte de héros, il sortit de sous sa houppelande la fameuse baguette magique. Mais comme cela lui coûtait, et se mit en devoir de faire acte de magicien pour la dernière fois de sa vie. Il aurait pu se procurer des palais, des montagnes d'or, devenir roi et empereur, épouser des princesses hindoues. Il aurait pu tout obtenir avec ce dernier sacrifice. Au lieu de cela, farete, dit-il lentement en scandant les syllabes, c'est-à-dire en découpant bien les mots, farete, finkete, gamore, habile, fabile, domine, brun, stin, maela, pri, furu, toro, fiferi. Et l'ourson ouvrit les 2 yeux et se leva tout droit, sans plus trace de blessure. Il se sentait seulement un peu faible, ayant perdu beaucoup de sang. Cependant que le roi Léonce, comme fou de joie, se mettait à danser tout seul sur la scène. Alors la colombe, enfin satisfaite, se remit à volter de ci de là, plus joyeuse que jamais. Un cri jaillit bien haut. « Vive le professeur d'Ambrosis !» Mais l'astrologue avait déjà disparu. Il s'était faufilé par la petite porte de la loge et il rentrait chez lui en courant, serrant sa baguette devenue inutile, et il n'aurait pas su dire lui-même s'il se sentait triste ou au contraire étrangement heureux. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'heure est aux réjouissances. Certains voulaient une grande revue militaire, d'autres un bal de nuit. Après de grandes discussions, on se mit d'accord. Le matin, revue militaire, le soir, bal aux lampions. À la revue, l'ourson Tonin, encore un peu faible. La revue, c'est au programme des réjouissances, dans le programme des défilés. L'ourson Tonin, encore un peu faible, assista sur une chaise longue enveloppée de moelleuses couvertures. Par contre, il put se rendre au bal et tenant son père par la main... à la revue défilé militaire. Par contre, il put se rendre au bal et tenant son père par la main, ouvrit la grande farandole sur un air de polka. La polka, danse originaire de l'Est de l'Europe. Cela après s'être remonté toute la journée à coups de beefsteak et de brioche. Le beefsteak, la viande de bœuf pour constituer les globules rouges. Première cérémonie sur la place de la mairie, drapeaux en tête, défilent les bêtes, suivi de musique, de fanfares et de clics, ensemble des clairons et des tambours d'un orchestre militaire. Cela durant tout le matin, après quoi on passe au festin. Sucre, miel, chocolat, amandine, massepain. Le massepain, c'est une pâte d'amande. Feuilleté, choux, chantilly ou pâtissière, au choix. Puits d'amour, pâtisserie traditionnelle française. Je ne connaissais pas. Beignets, fruits confits, pâte de fleurs, des laiteras. Plantes d'espèces tropicales dont les indigènes sont particulièrement friands. Nougat, touron, confiserie espagnole, nougat, turron, on peut prononcer, biscuits, meringues, etc. Et traderidera et traderideri, la fête tout l'après-midi, alors dans les buissons s'allument les lampions. De chaque tonnelle, un flot de ritournelles. Ce sont des petites chansons dont le refrain revient régulièrement. Le magicien caché n'en perd pas une bouchée. Et le bal se poursuit ainsi toute la nuit. On regrette seulement au matin que les meilleures choses aient une fin. Les ours font la fête chez les hommes. Ils sont restés dans la ville des hommes et ils font la fête à cet endroit-là.
Je vous lis les illustrations. Je rappelle que c'est Dino Buzzati qui fait les dessins et les légendes. La Sicile ainsi conquise, les valeureux bataillons d'ours défilent sur la grande place. L'ourson Tonin, sauvé grâce à l'intervention du professeur De Ambrosis, peut également y assister. Mais il est encore un peu faible, ayant perdu beaucoup de son sang. Voilà pourquoi il est sur une chaise longue. On le voit. Pardon pour la qualité de l'image. Ici. Et son papa, le roi lion, à côté. Il défile en bataillon. On voit la colombe qui a fait la paix. Aux accents d'orchestre choisis se déroule le soir venu une fête dansante dans les jardins illuminés de 1000 lumières. Revenu à de bons sentiments, le professeur De Ambrosis, que son grand âge empêche de participer aux danses, se contente, réfugié dans un petit coin, d'observer la scène. Alors, où est-il, De Ambrosis? On ne le voit pas. Et si, il est là, caché, mais présent. Il observe les farandole. Et voilà la fin de ce chapitre avant de passer au chapitre 8 que voici. À bientôt.